coucou, nous sommes vendredi matin, le vendredi 23 je crois, juin. Moi c'est Irène, bidib de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog lecture qui se fera encore sur 15 jours parce que nous sommes déjà vendredi et que je viens tout juste pour commencer ce vlog. Ce n'est pas que je n'ai pas lu, mais c'est vrai que trouver du temps pour vous filmer en ce moment c'est pas... Voilà, donc de toute façon je lis assez lentement, donc sur 15 jours ça sera très bien. Je commence tout de suite, sans plus attendre, avec ma lecture en cours. C'est un assassinat de qualité de Anne Granger. Donc je l'ai en format poche, chez 10-18, et c'est du coup un roman policier qui se passe dans le Londres du 19e siècle. On va suivre un couple qui enquête. Le mari est inspecteur de police et sa femme aime mener les enquêtes. D'ailleurs, la série, c'est celle de sa femme qu'on découvrait au premier tome, fraîchement débarquée à Londres. C'est une femme en avance sur son temps qui se laisse donc pas dicter sa conduite, quelqu'un de très indépendant, qui aime mener des enquêtes, qui est très curieuse, qui aime faire des déductions, etc. Et du coup, elle va toujours mener des enquêtes dans des situations différentes. Là, nous sommes déjà au 3e tome. Chaque tome est une histoire différente. Donc, dans cette histoire, j'en suis à peu près à la moitié. Donc, il y a une femme de la haute bourgeoisie qui a été trouvée assassinée dans un parc. Parallèlement, il y a des rumeurs d'un homme qui attaquerait des femmes le long de la Tamise par jour de grands brouillards. Sauf que les victimes de cet agresseur n'ont pas du tout le profil de cette femme. Donc l'inspecteur Ross doute qu'il s'agisse du même assassin, enfin du même agresseur en tout cas. Parce que les autres victimes de ce spectre ont réussi à s'enfuir. Donc la presse, tout ça, ils font le lien entre les deux, mais lui il est convaincu qu'il n'y a pas vraiment de lien. Parallèlement, Lizzie va accompagner sa jeune gouvernante dans des réunions de la Tempérance, qui est un groupe religieux qui prône l'abstinence d'alcool. Et du coup, comme sa jeune gouvernante fait beaucoup de prosélytisme et dans ce... je perds mes mots. Enfin, elle fait beaucoup de prosélytisme depuis qu'elle s'est inscrite à cette réunion de tempérance. Donc, elle a envie d'aller voir parce que sa gouvernante donc est très très jeune et très influençable et donc elle veut voir un petit peu. Ça la gêne pas qu'elle y aille, mais elle veut voir un peu à quoi ça ressemble. Et quand elle arrive sur place, elle trouve que le pasteur est très charismatique, mais un peu trop, et que c'est le genre de personne qui pourrait faire un peu n'importe quoi à n'importe qui, tellement il est bon orateur, bon manipulateur, donc elle se méfie de lui. Et donc au début, ces deux histoires n'ont évidemment aucun lien, et petit à petit, évidemment, on va voir le mari et la femme qui se rencontrent dans leur rencontre. Et voilà, alors moi j'ai du coup une petite idée, mais on verra si je me trompe. En tout cas, ce que j'aime dans c'est une narration assez lente, donc vous attendez pas un truc super rapide, etc. C'est une narration que je trouve assez lente, on prend vraiment le temps de mener l'enquête, etc. Par contre, moi j'aime bien l'ambiance de ce Londres des fin 19e, avec pas forcément que les bons côtés, c'est pas spécialement très romantisé, on voit les enfants des rues, on voit les... Et j'aime bien la personnalité de Lizzie qui est du coup très indépendante, et son mari qui effectivement il l'accepte aussi, et voilà, c'est pas l'homme qui veut commander à sa femme. Bon, des fois il lui dit je voudrais pas que tu fasses ça, mais parce qu'il est inquiet pour elle, mais il a bien conscience que bon, elle va faire ce qu'elle veut de toute façon, donc et du coup voilà, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'ambiance, et c'était une lecture qui tombait à pic pour le mois anglais et le mois british de challenge qui ont cours sur ce mois et qui partagent la même thématique. Je vous mets en barre d'infos les pages Instagram des deux challenges où vous trouverez tout le programme. Moi je participe aux deux avec grand plaisir, mais je ne suis pas vraiment le programme, d'une part parce que de toute façon je ne vais pas réussir en un mois à lire suffisamment de livres pour avoir un programme vraiment détaillé. J'ai plutôt été chercher dans ma pile à lire ou dans ma
comment on dit, pioche à lire. Voilà. Ce qui m'inspirait et qui est rentré dans le thème du mois anglais. Et je m'étais acheté le dernier tome de cette série il y a quelques temps. Et j'ai envie de les lire dans l'ordre. Donc j'ai commandé les 3 et 4. Et donc voilà, j'ai déjà commencé le 3. Je ne pense pas que j'enchaînerai sur le 4 directement, mais bon, comme je les ai commandés, j'en ai commandé 2 parce que c'est une série que je sais que je vais suivre. Voici pour la première lecture. La deuxième lecture que j'ai continué un petit peu, c'est un livre audio. Je vous mets ici la couverture. C'est donc Retour à Monte Chiaro. Le nom de l'auteur, je ne me souviens plus. C'est une saga. Alors j'ai écouté, j'en suis toujours qu'à 30%. Je ne sais pas combien d'heures il y a en tout, mais je pense que c'est très très gros. Et j'ai l'impression d'écouter et que j'avance pas. Et c'est un style auquel j'ai vraiment pas du tout l'habitude. Moi, ce qui m'avait attiré dans cette lecture, que je fais grâce à Annette Gallet, c'était le fait que ça se déroule dans l'Italie du 19e siècle. Plus précisément en Toscane, qui est ma région natale, donc forcément ça m'avait donné envie. Par contre, au niveau du style, on est dans quelque chose auquel je n'ai pas du tout l'habitude, une sorte de saga familiale, et du coup on va suivre sur plusieurs décennies les personnages. Et là, je dois être à 30-35% peut-être du livre. Il s'est déjà passé une vingtaine d'années, voire même plus, parce qu'on a un espèce de flashback. Donc il s'est passé presque 50 ans en 30% du livre. Donc au début on faisait la rencontre d'un garçon qui était orphelin et qui va être pris sous son aile par le comte de Monte Chiaro et qui va donc lui payer des études. Donc le garçon va partir à Sienne en pensionnat et donc il va faire la connaissance du comte qui a un fils qui l'élève seul, et donc le garçon pose des questions au prêtre sur l'histoire du comte. Gros flashback, on va découvrir comment le comte a rencontré sa femme, pourquoi elle n'est plus là, etc., etc. Donc on fait quelques années en arrière. Après on revient donc au présent, on va suivre le garçon qui se lie d'amitié avec le fils du comte. En même temps, on va suivre un petit peu le comte, ses affaires, les affaires de la ville, etc. Puis les années passent, Adriano, le garçon qu'on rencontre au départ, est devenu un jeune homme. Il vient de passer ses examens pour devenir instituteur. Et voilà, en fait, il se passe plein de petites choses, mais il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est un peu l'histoire de cet homme, l'histoire de son village, l'histoire de la région, mais pas l'histoire de la région avec les gros bouleversements politiques que va connaître l'Italie au 19e siècle, mais plutôt comment la société de cette petite ville rurale va se modifier petit à petit. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, l'ambiance est intéressante. Voilà, on découvre comment vivaient les gens dans la Toscane du 19e siècle. Du coup, c'est intéressant, mais par contre, voilà, comme il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de... Enfin, il y a rien qui nous tienne en tension, en fait, parce qu'il n'y a pas de truc qu'on cherche à résoudre, en fait. Du coup, voilà, la narration avance assez lentement, et j'avoue que moi je l'écoute très lentement parce que au bout d'une heure que j'écoute, j'en ai marre, pour être sincère. Du coup, l'ambiance est intéressante, mais ça manque un petit peu par rapport à mes habitudes de lecture, en tout cas, parce que comme je répète, je n'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre, donc je savais pas à quoi m'attendre du tout. Et du coup ça manque un petit peu de piment pour moi, mais j'aime bien en écouter un petit peu de temps en temps en parallèle d'autres lectures, parce que sinon voilà, j'aimerais pas, mais en tout cas voilà, j'avance très lentement, je suis toujours à 30%, ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que je l'ai commencé, mais j'écoute une heure par-ci par-là pour voir comment évoluer donc la vie de cette petite ville. Oui, un mot sur la narration, et ça, je pense que ça y joue aussi. La narration du livre est lente, mais là, je veux parler de la façon dont c'est lu, puisque c'est un audiolivre, et en fait, le ton du lecteur m'irrite, mais vraiment. Ce qui rend aussi ma lecture plus lente et plus pénible, parce que
c'est déjà quelque chose de lent, d'un peu pas pompeux, mais bon voilà, cette littérature un petit peu qui se prend un peu au sérieux quoi. Et le lecteur en rajoute. Et en fait, moi je trouve que c'est déjà un petit peu lourd. Du coup, il faudrait y mettre un petit ton, un petit peu enjoué, un petit peu... Enfin, je sais pas, donner un peu des intonations selon qui c'est qui parle, etc. pour rendre le truc un petit peu plus vivant et un peu moins lent. Et le narrateur, il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il rajoute de la lourdeur par la façon dont il lit le roman à des choses qui sont déjà pas très punchy. Donc, et je sais pas comment expliquer, mais en fait, il termine toujours ses phrases par une espèce de ton traînant. Et là, il fait ça, et là, et nu. Il lit vraiment comme ça. Et des fois, j'ai envie de dire, mais en fait, le propos, il s'y prête même pas. Alors que, sur certains moments, il le fasse. Mais il y a des moments où ça ne s'y prête même pas. Et en fait, il lit tout comme ça, sur un ton monocorde, avec toutes les phrases qui se terminent comme ça, un peu sur un ton grave. Donc, cette narration rajoute de la lourdeur et je trouve ça dommage parce que c'est un livre voilà, qui a de l'intérêt, qui est intéressant par le contexte historique qu'il met en scène, mais qui est déjà pas très vivant, on va dire, dans sa narration écrite. Si on en rajoute en le lisant sur un ton grave comme ça, pour faire hyper sérieux, ça me tue quoi. Au bout d'une heure, j'en peux plus. Du coup, je continue de l'écouter, mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Beaucoup. Mais j'ai envie quand même d'aller au bout parce que le contexte historique m'intéresse. Du coup, j'ai toujours grâce à NetGalley récupéré un autre livre audio qui sera beaucoup plus rapide, que je vais intercaler avec celui-ci parce que... parce que celui-là, je pense qu'il va me faire tout l'été tranquillement, quoi. Et donc, le livre que je vais commencer, c'est un livre d'Olivia Ruiz. Je vous mets la petite couverture, mais je vous en reparle quand je l'aurai commencé. Coucou, je vous retrouve. Nous sommes déjà mercredi 28. Ce vlog lecture va être du grand n'importe quoi. J'ai pris mon petit crochet. Ça fait longtemps que j'ai pas papoté avec vous en crochetant. Mais comme je vais vous parler surtout de livres numériques et de séries, je me suis dit que je pouvais occuper mes mains avec du crochet, donc je fais un petit sac pour ma fille. Mais c'est pas le sujet là maintenant tout de suite, le sujet ce sont les livres. Donc je commence avec une lecture que j'ai faite en numérique. J'ai lu l'adaptation bande dessinée de L'Humanité Invisible, donc qui est une adaptation d'un roman de SF de Cixin Liu. Je ne sais pas si je prononce bien, probablement pas du tout. Je vous mets la couverture ici. J'avais déjà lu 2 adaptations en bande dessinée de ces romans SF et il y en avait une qui j'avais beaucoup aimée, je me souviens plus du nom. Donc quand j'ai vu que sur NetGalley ils en proposaient une autre, je me suis jetée dessus. Et j'avoue que j'étais déçue. Alors graphiquement c'est très bien. Alors après, le problème des bandes dessinées en numérique déjà c'est pas évident. Et en plus je lis ça sur mon téléphone qui fait cette taille. Donc pour profiter d'une bande dessinée, bon c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Du coup j'ai tendance à décrocher beaucoup plus facilement en lisant une bande dessinée en numérique sur un petit écran plutôt qu'avec la bande dessinée en papier. Mais graphiquement j'ai trouvé ça très chouette. Enfin moi personnellement en tout cas ça correspond à une esthétique que j'aime bien. L'histoire commence donc dans un vaisseau spatial avec un homme seul qui est dans une mission du coup à la recherche d'une planète, qui avait été envoyée pour chercher des planètes colonisables, mais qui est en train de revenir vers la Terre après que celle-ci ait été victime d'éruptions solaires. Donc il ne sait pas du tout dans quel état il va trouver la Terre et s'il y a encore des êtres humains. Donc voilà, ça c'est le départ. Et donc toute cette partie où il est seul dans le vaisseau, où il parle avec ses anciens coéquipiers mais qui sont morts en fait,
Et toute cette partie-là, je l'ai trouvée intéressante. J'ai bien aimé l'ambiance un peu étrange, un peu décalée comme ça. Et cet homme qui, voilà, il va vers la Terre, mais les chances qu'il y ait encore des gens sont minimes. Et après, une fois qu'il arrive sur Terre, là, il va rencontrer cette fameuse humanité invisible. Alors, difficile de dire ce que j'en ai pensé sans spoiler. Donc, si vous avez envie de découvrir cette bande dessinée, sautez les quelques minutes, enfin une minute peut-être, où je vais en parler parce qu'au fait, je peux pas dire pourquoi j'ai pas accroché sans révéler ce qu'il va trouver sur Terre. Donc, voilà, attention, je vais spoiler. Donc, quand il arrive sur Terre, il trouve des humains de la taille d'une bactérie, voire plus petits que des bactéries. En fait, les progrès technologiques ont fait que l'humanité a créé des micro-humains et que les micro-humains ont réussi à survivre sur Terre malgré le cataclysme qui a détruit la Terre, puisqu'ils sont tellement microscopiques qu'ils n'ont pas été détruits par la destruction terrestre. Bon, déjà, je ne sais pas. Est-ce que si la planète brûle entièrement et que ça tue toute forme de vie, ça tuerait pas aussi les bactéries? Je ne sais pas. Je n'ai pas le recul scientifique pour l'affirmer, mais du coup, il n'y a plus rien sur Terre à part ces humains dans une espèce de bulle, des humains de la taille microscopique, et à partir de là, après, ils commencent à discuter. Enfin, les humains invisibles, enfin les micro-humains, raconte à ce gars un peu ce qui s'est passé pendant son absence, mais ce qui s'est passé sur des centaines et centaines d'années, même sur des mille... Comment on dit ? Enfin, il y a 10 000 ans se sont écoulés, donc voilà, en quelques pages, on nous résume 10 000 ans d'histoire avec cette micro-humanité qui apparaît, les humains qui veulent l'éliminer, et puis finalement ils font alliance... toute cette partie-là, finalement, j'ai eu du mal. Ça parle beaucoup. J'ai zappé des passages où, je sais pas, je trouvais ça pas intéressant. Du coup, je vais vraiment pas du tout accroché. Et la fin m'a laissé assez, bof. Donc voilà, j'ai pas du tout accroché à cette bande dessinée, malheureusement. Ça, voilà. Peut-être c'était pas le bon moment, peut-être c'était le format numérique aussi, ou quand ça parlait trop, c'était chiant à lire dans un tout petit format. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette histoire d'humanité microscopique ne m'a pas du tout convaincue. En plus, ils ont l'air complètement... Enfin, je sais pas, ça m'a pas séduit. Voilà, cette micro-humanité, ça m'a pas parlé. Voilà donc pour une lecture pas franchement réussite. Et sinon, qu'est-ce que j'ai lu mince. Il n'y a pas d'autre livre dont je voulais vous parler. Mais oui, Olivia Ruiz. Je vous en ai pas parlé, ça. C'est parce que j'en ai parlé dans le log de loisirs créatifs, mais j'en ai pas parlé ici. Donc j'ai écouté Écoute la pluie tombée de Olivia Ruiz. Donc j'avais écouté il y a quelque temps, je ne saurais plus vous dire exactement quand, c'était l'année dernière, je crois. La notion du temps et moi, ça fait deux. J'avais écouté La commode au tiroir de couleurs, qui me semble être le premier roman d'Olivia Ruiz, si je ne me trompe pas. Et dans ce roman, on faisait la connaissance de Rita et elle nous racontait toute sa vie depuis... du coup, c'était sa petite fille qui racontait Bref. Donc on avait la vie de Rita depuis son départ de l'Espagne sous Franco avec ses sœurs et son installation dans le sud de la France, donc nous sommes dans les années 30. Puis toute sa vie pendant jusqu'à sa mort. Donc le livre est assez court, mais voilà, ça dépeignait toute la vie de Rita, et donc on y rencontre sa famille, ses sœurs, puis différents membres de sa famille. Dans Écoute la pluie tombée, on retrouve la petite sœur de Rita. Donc on va retrouver différents personnages de La commode au tiroir de couleurs. Donc ici, ça va être... Comment elle s'appelle? Mince, je viens de l'écouter et j'ai déjà oublié comment elle s'appelle. Enfin bref, c'est la plus petite des trois sœurs
qui est au centre de l'histoire ici et qui va parler à la première personne et qui donc va revenir sur sa vie. On va pas avoir la partie enfance qu'on avait dans la commode de tiroir, mais sa vie d'adulte, à partir de 20 ans je crois, jusqu'à 40 ans. Et donc elle va nous raconter... ça commence où elle parle à sa nièce, donc on a un personnage qu'on découvre dans la commode de tiroir de couleur. Elle s'adresse à elle et Pierre revient sur sa vie en parlant des personnes qui ont compté, des personnes, de ses différentes expériences. Et elle va pas avoir une vie beaucoup plus simple que celle de sa sœur Rita. Voilà, je peux rien vous dire de plus, sinon ça va tout spoiler. C'est un tout petit livre, il s'écoute très rapidement, il se lit sans doute très rapidement aussi, parce que c'était 3 heures d'écoute, je crois. En tout cas, voilà, elle va pas avoir une vie facile, mais comme dans la commode au tiroir, voilà, ce sont des vies difficiles avec des passages particulièrement compliqués, mais c'est toujours raconté avec optimisme, c'est-à-dire qu'on va pas s'attarder sur on va pas se complaindre dans le malheur, mais plutôt voir de la lumière, voilà, se focaliser sur ce qui permet de sortir des périodes difficiles. Et donc voilà. J'ai du mal à parler aujourd'hui, non? Je crois que j'ai du mal à parler tout court en ce moment. En tout cas, j'ai du mal à parler des livres. J'ai peut-être un peu trop attendu. Je l'ai fini il y a quelques jours. J'aurais dû en parler tout de suite. En tout cas, voilà, si vous aimez les tranches de vie, des livres courts avec des vies intenses, ce livre est pour vous. Moi j'avais aimé la commode au tiroir, j'ai aimé Écoute la pluie tomber. Il y a des personnages pittoresques, des vies rocambolesques, des grands malheurs, des grands bonheurs. Et puis surtout beaucoup de solidarité. Voilà, c'est la solidarité qui est mise en avant dans ces romans. Peut-être une vision un peu trop optimiste, j'allais dire, mais je ne sais pas si c'est trop optimiste, mais cette vision de grande solidarité dans les petits villages, à la campagne, etc. Alors peut-être que dans les campagnes du sud de la France, dans les années 50-60, il y avait beaucoup de solidarité. Mais moi, je trouve que c'est une vision très idéalisée. Pour moi, il y aurait beaucoup plus de mauvaises langues que de bonnes langues. Et je trouve cette vision un peu trop... un peu naïve, quoi. Mais peut-être que c'est moi qui ai une vision pessimiste de la vie, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve ça très beau, mais pour moi ça sonne pas très vrai. Après peut-être parce que j'ai grandi à la campagne et que je n'ai pas connu la solidarité. Quoique, je suis médisante. J'ai connu beaucoup de discrimination et peut-être que ça biaise ma vision des choses, mais il y avait aussi des bons moments de solidarité, je peux pas le nier, mais c'est vrai que j'ai gardé en mémoire plus la discrimination que la solidarité. En tout cas, c'est de l'écouter, puisque je l'ai écouté, je l'ai pas lu, ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est vrai que c'est une communauté qui se serre les coudes, dans une famille qui se serre les coudes, ils ont leur mauvais passage aussi, voilà, il y a aussi de la rancune entre les sœurs, etc. Mais elles savent toujours retrouver le chemin de la lumière. Donc ça fait du bien. Après, je dirais pas que c'est une lecture qui fait du bien, parce que moi j'ai quand même eu les larmes aux yeux pendant pratiquement toute la lecture. Même sur des petites choses qui sont pas forcément le centre de l'histoire, mais par exemple à un moment donné, elle parle de personnages du village qui ont fui soit l'Espagne de Franco, d'autres ont fui Mussolini, et bon, la simple évocation de ces personnages m'a beaucoup émue, et du coup voilà, j'étais pas tout le temps avec le sourire aux lèvres, quoi, j'étais plutôt tout le temps avec les larmes aux yeux, mais en tout cas bon, ça met quand même du baume au cœur. Voilà pour ce qui est de Écoute la pluie tomber. Si vous l'avez lu, écouté, etc., ou si vous avez lu La commode au tiroir de couleur, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ces livres, ça m'intéresse. Et maintenant, je passe... Attendez, je compte quand même, comme je fais mes rangs, mais c'est bon, j'ai de la marge. Je peux continuer à parler. Je passe aux séries TV
Alors je vais vous parler de plusieurs séries. J'ai pas tout regardé cette semaine, hein, évidemment, mais il se trouve que j'avais mis en pause pas mal de séries et que là j'ai du coup terminé en peu de temps, j'ai terminé plusieurs séries, donc comme je viens de les terminer, c'est l'occasion de vous en parler. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, je vous en ai pas beaucoup parlé des séries TV, mais j'en ai regardé pas mal, et du coup, voilà, ça change un peu de la lecture. En ce moment, j'ai du mal à me concentrer sur les livres, donc j'aime bien regarder des séries en faisant du tricot ou du crochet. J'ai donc fini de l'autre côté, non, l'autre côté. Je ne sais plus son nom en espagnol, je vous mettrai une affiche. C'est une série qui est disponible sur Netflix, c'est une série espagnole. Petit lien avec Olivia Ruiz et ses personnages d'origine espagnole. On n'est pas du tout dans le même univers parce qu'on n'est pas dans les années 40, 50, 60, mais au contraire, on est dans le futur. Dans le futur, il y a une maladie qui a décimé la population. On sent que le Covid est passé par là. En tout cas, voilà, il y a une ambiance de départ, c'est un peu ça, quoi. Il y a une épidémie, les gens sont... Du coup, il y a du confinement, les masques, etc. On sent l'influence du Covid, mais genre, qu'est-ce qui serait passé si ça avait été bien pire? Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en Espagne, il y a un régime totalitaire qui a été mis en place et du coup il y a des règles très très strictes, il y a des couvre-feux et il y a on ne peut pas changer de zone, circuler librement, il y a des quartiers plus ou moins protégés, donc l'élite est dans des quartiers réservés alors que le peuple est dans des quartiers beaucoup plus moins propre, moins sécurisé, il y a beaucoup de pauvreté, il y a des restrictions, des pénuries, etc. Et donc on va suivre une famille, il y a un homme qui arrive à Madrid avec sa fille et son frère. Sa femme vient de décéder, donc suite à l'épidémie en fait. Et il arrive à Madrid avec sa fille et il s'installe chez sa belle-mère où il rencontre la sœur jumelle de sa femme. Et cette famille a un secret, ils sont immunisés contre cette épidémie, mais il ne faut surtout pas que ça se sache. Sauf qu'il y a tout un tas de contrôles médicaux, etc., de prise de sang, on ne peut pas s'installer comme ça où on veut. Et du coup, lors de ces contrôles, les services sanitaires vont sélectionner la fille, la gamine, qui doit avoir une dizaine d'années, et ils vont l'enlever pour la mettre dans un centre où on fait des expérimentations médicales. Donc le père et la tante vont essayer vont faire tout ce qui est leur possible pour retrouver la petite fille, et il se trouve que leur mère a des relations avec un des ministres, et ils vont du coup réussir à se faire embaucher comme domestique chez ce ministre, afin de pouvoir retrouver la fille et déjà d'avoir un travail qui permette du coup de demander la garde de l'enfant, mais comme elle a été sélectionnée pour des raisons médicales, et ça va pas être si facile que ça de la récupérer parce que l'État n'a pas du tout intérêt à leur rendre leur enfant. Et en cherchant à retrouver la petite fille, ils vont du coup découvrir tout un réseau d'enlèvement d'enfants sous couvert de recherche sanitaire, et du coup, comme nous sommes de toute façon dans un état totalitaire, il y a beaucoup de mensonges, et du coup on va découvrir que beaucoup d'enfants que les parents croyaient être morts ne sont pas du tout morts, mais ont servi de cobayes à des expérimentations médicales. Et donc voilà, c'est dans ce contexte-là. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon ça va être trop spoilant, mais en tout cas voilà, c'est un peu un contexte comme ça, géopolitique, sanitaire, il y a beaucoup d'actions à chaque fois qu'ils retrouvent la gamine, mais puis finalement ils la retrouvent plus, puis ils l'auraient enlevée, puis finalement il y a de la résistance, puis finalement il y a
il y en a qui... l'épidémie qui se répand, enfin bon bref, il y a plein de rebondissements comme ça dans le scénario, et moi je l'ai trouvé très chouette. Alors moi j'adore regarder des séries en espagnol déjà, de toute façon ça me... voilà, ça me plaît beaucoup, j'en ai regardé pas mal. Ça me permet de entretenir mon espagnol. Et celle-ci, voilà, avec son côté SF, mais assez réaliste finalement, parce que c'est pas un futur très lointain, c'est un futur assez proche, et c'est un futur finalement où on se dit tout à fait plausible, puisque on peut facilement s'imaginer que si l'épidémie du Covid avait été plus grave et plus longue, plus intense, et cela pourrait très vite dériver sur des États totalitaires, comment aussi peut-être les États totalitaires pourraient profiter de l'épidémie pour asseoir son propre pouvoir. Bref, une série chouette, voilà, un point de départ intéressant. Après, le côté géopolitique n'est pas forcément hyper exploité, mais il est en background. Les personnages, je les ai trouvés attachants, et puis il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, donc on est tenu en haleine. Donc voilà, si vous voulez une série un peu... comment on appelle ça? Attends, la science-fiction, mais qui est mince, plausible quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, anticipation, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. C'est une série d'anticipation que j'ai trouvé pas mal du tout. Je regarde là sur ma liste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Donc, j'ai regardé 2 séries dont je vous en avais déjà brièvement parlé, il me semble, dans des épisodes précédents, quand je les ai commencés, et je vais les traiter ensemble parce qu'on est autour de la Deuxième Guerre mondiale, donc voilà. Je commence avec Transatlantique, qui est, du coup, ça se passe dans les années 1940-41 à Marseille. Donc, nous sommes sous le gouvernement Vichy, et on va suivre différents personnages de différentes nationalités, mais on va dire que ça tourne autour d'une association américaine. Je me souviens plus exactement du nom de cette association, mais une association d'aide d'urgence. En fait, c'est une association américaine qui essaye d'obtenir des visas pour du coup des réfugiés qui ont fui l'Allemagne ou qui ont fui les zones occupées d'Europe, et qui tentent d'obtenir des visas pour aller aux États-Unis. Donc bien sûr cette association va pas livrer les visas à tout le monde, donc ils font une sélection, ils vont donner des visas à des artistes, etc. Donc un des personnages principaux de la série est à la tête de la succursale de Marseille de cette association, et tente du coup d'obtenir le plus de visas possible. Et il se retrouve parfois confronté à des difficultés du genre où voilà, il aimerait lui pouvoir sauver tout le monde, mais il y a des personnes qui ne correspondent pas aux critères forcément de son association. Du coup, il est en relation avec d'autres personnes qui tentent de faire passer la frontière donc aux personnes. Alors, il passe la frontière pour aller en Espagne, en sachant qu'à l'époque, c'est l'Espagne de Franco, donc peut-être que c'était plus facile de s'échapper de l'Espagne que d'ailleurs. Peut-être que tente-t-il d'obtenir des visas une fois arrivé en Espagne, ou peut-être traverse-t-il l'Espagne pour aller au Portugal. Il y a des personnages qui font ça, il me semble. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi ils veulent aller en Espagne. Moi, j'ai choisi entre Vichy et Franco, je ne sais pas. Peut-être que Franco était... moins terrible, je ne sais pas. J'ai pas une très très grande connaissance de l'époque. En tout cas, voilà, donc on va suivre tous ces personnages. Et donc, il y a cet homme qui travaille pour l'association. Je me souviens plus des prénoms. De toute façon, je me souviens jamais des prénoms, j'ai pas pris de notes. Il va y avoir une jeune femme américaine qui, elle, va essayer de financer l'association. Et puis, quand elle n'a plus d'argent, parce que c'est l'héritière d'une riche famille, mais son père veut la faire revenir, donc quand il lui coupe les vivres, elle va décider, elle, de rester sur place et de aider d'une autre façon. Donc ça sera pas de l'argent, mais ça sera d'autres façons de participer du coup à la résistance, à la lutte, à aider les réfugiés à quitter le territoire.
On va du coup rencontrer un jeune Allemand juif qui a réussi à fuir avec sa sœur, mais qui décide lui aussi de rester à Marseille pour aider d'autres réfugiés. On va découvrir des jeunes Africains. J'ai pas tout, je me souviens pas. Il y a des jeunes Africains qui sont des anciens militaires qui ont été mince, vous voyez le mot que je veux dire. Et il y a un jeune qui travaille dans un hôtel. Je me souviens pas s'il faisait aussi partie de l'armée et qu'il a été démobilisé ou pas. Bref, en tout cas, voilà, il y en a plusieurs et qui vont aussi participer à la résistance. Et dont celui qui travaille dans l'hôtel, qui est un personnage intéressant, qui va donc participer à la résistance contre les nazis, mais qui a aussi des idées de libérer du coup les colonies. Et donc voilà, on va suivre son parcours aussi. Puis on va découvrir d'autres personnages encore. Donc il y a des artistes, il y a des espions, il va y avoir énormément de personnages. C'est une série assez courte, je ne sais plus combien d'épisodes elle fait, mais voilà, c'est une série assez courte, avec de nombreux personnages. Là encore, on a plein de rebondissements du coup, parce que voilà, la situation économique, politique, je veux dire, évolue et pas dans le bon sens. Et c'est très intéressant. Et puis moi, je connaissais pas du tout du coup l'existence de cette association et du travail qui avait été fait par certains Américains pour essayer d'obtenir un maximum de visas. Donc c'est intéressant, et puis c'est intéressant aussi de voir du coup un peu les réseaux de résistance sur place et les rôles des différentes voilà, des réfugiés, des immigrés, etc. dans ce réseau de résistance des Britanniques, bref, tous les espions, contre-espions, etc. C'est une très chouette série. Esthétiquement, je l'ai trouvée très chouette aussi. Il y a plein de choses qui sont abordées, difficile de résumer comme ça en très peu de choses, mais voilà, si la période des années 40 vous intéresse, franchement c'est une bonne série. Quelques années plus tard, mais pas beaucoup, et une série dont j'ai déjà brièvement parlé, The Defeated, je sais pas si je prononce bien, je parle anglais, mais enfin non, je le lis, je l'écoute, mais je le parle très très mal. Et là, nous sommes en Allemagne, juste après la guerre. Donc l'Allemagne a perdu, Berlin est divisé entre les zones occupées par les Russes et les zones occupées par les Américains. Et la ville est détruite, et pourtant, il faut quand même reconstituer des forces de l'ordre, etc. Donc évidemment, comme les forces de l'ordre qui étaient en place étaient les forces de l'ordre de l'État nazi, ils ont été démontés, et donc on envoie un inspecteur américain pour aider le bureau de police qui vient d'être monté, qui est constitué de personnel non professionnel. Enfin, c'est pas une police professionnelle, ce sont des volontaires, ce sont des gens qui avaient des métiers qui avaient absolument rien à voir et qui se retrouvent du coup à occuper des postes de police. Et donc cet inspecteur va venir pour les aider à s'organiser, et donc il arrive en plein milieu d'une enquête contre un homme qui profite de la situation géopolitique de Berlin à ce moment-là, de la guerre et de tout ce qui en découle, pour soi-disant venir en aide aux femmes. Et en fait, les femmes qui vont lui demander son aide vont devenir plus ou moins ses esclaves, et il a tout un réseau de trafic, de prostitution, voilà, tout un espèce de grand réseau comme ça, fait au détriment de ces femmes qui viennent chercher son aide, puisqu'elles sont dans des situations terribles dues à la guerre. Et donc la police essaye d'arrêter cet homme. Cet inspecteur arrive et va du coup les aider, mais en même temps il n'est pas là que pour ça en fait, et il s'est porté volontaire pour cette mission car son frère qui était dans l'armée est porté disparu, et en fait son frère a des problèmes psychologiques, donc lui il vient pour essayer de retrouver son frère qui est porté disparu depuis la libération.
Et du coup, je vous en dis pas beaucoup plus, mais on est vraiment là dans une série policière, thriller, etc. Mais avec un contexte historique que je trouve très intéressant, et il me semble bien que c'est la première fiction que je regarde qui se passe en Allemagne juste après la guerre. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Après, la série, je l'ai trouvée chouette, c'est assez gore. Mais on est vraiment plus dans du thriller que dans une série historique, contrairement à Transatlantique qui est vraiment une série historique à vocation série historique. Et je finis avec 2 séries policières. Donc j'ai regardé Crime à ciel ouvert. Ça se passe où ça? En Allemagne. Ça se passe en Allemagne? Oui, ça se passe en Allemagne. Voilà, je le reconnecte. Et j'arrive même en étant déconnectée à faire des bonnes transitions. Donc on reste en Allemagne, mais quelques décennies plus tard, puisque nous sommes donc de nos jours en Allemagne, enfin ex-Allemagne de l'Est. Et cette notion est importante parce que finalement on retrouve dans les différents personnages, surtout les personnes âgées, cette espèce de nostalgie de la... Alors, RDA? Je sais pas. Bref. Donc il y a tout un discours sur ceux qui sont nostalgiques du passé, ceux qui au contraire trouvent qu'il y a eu du progrès, là encore la police, comment ça fonctionnait avant, comment ça fonctionne maintenant, etc. Donc il y a eu des enquêtes qui ont été étouffées, que d'autres veulent ressortir, mais enfin tu sais comment ça se passe à l'époque, etc. Bref. Et dans ce contexte, donc, il y a un inspecteur qui vient de, je sais plus où il arrive d'un peu plus loin, parce que c'est quand même une zone rurale, et donc il arrive pour enquêter sur le meurtre d'une jeune femme, avec une jeune inspectrice qui, elle, n'est pas du tout du cru. Lui, donc, il vient de la ville, mais il est originaire de cette zone. Et donc, il y a en background aussi toutes ses relations avec sa famille, etc. Et cette enquête pour ce meurtre. Et en même temps, il y a des manifestations écologistes contre l'exploitation des mines charbonnières. Et du coup, là encore, on a des conflits intergénérationnels entre les jeunes qui veulent se battre contre les mines de charbon parce que c'est très polluant, et les vieux qui ont travaillé toute leur vie dans les mines et qui, du coup, ne comprennent pas ces mouvements. Une série, une petite série policière que j'ai trouvé sympa, rien de... Voilà, une série policière, c'est une courte série encore, parce que j'ai enchaîné beaucoup de séries aussi, parce que c'est des séries qui sont courtes, c'est pas les trucs où il y a 15 saisons. Là c'était une saison de quelques épisodes, je sais plus, 6 ou 8 épisodes, peut-être quelque chose comme ça. Donc encore un contexte socio-économique intéressant. Et les inspecteurs, c'était sympa. Bon, on retrouve un peu comment on appelle ça, une opposition, on va dire, entre le vieux et la jeune. C'est assez classique. Donc rien de révolutionnaire dans les personnages, mais ça matchait bien. Et je finis avec une autre série policière, mais cette fois on part en Angleterre. Je cherchais une petite série anglaise pour terminer quand même sur une série anglaise pour le mois anglais, auquel j'ai participé très timidement, puisque je n'ai toujours pas fini ma deuxième lecture. Donc je me suis dit, je vais mettre quand même une petite série anglaise, surtout j'adore les séries policières anglaises. Du coup, j'ai cherché une petite série tranquille, quoi. J'avais pas envie d'un truc gore, d'un truc glauque. Voilà, je veux une petite série de grand-mère, comme je les appelle, parce que ça me rappelle les séries que regardait ma grand-mère, que j'adorais regarder avec elle quand j'étais petite. Du coup, j'ai trouvé l'inspecteur Gently. Et nous sommes du coup dans les années 60. En Angleterre dans les années 60, et du coup j'ai trouvé que c'était aussi intéressant de découvrir un petit peu pas découvrir, mais disons que voilà, il y a un décalage par rapport à la société d'aujourd'hui, et du coup c'était intéressant de... Par exemple, on y aborde justement des sujets
qu'il faut une grande différence entre les années 60 et nous. Il y est question d'avortement, il y est question de l'homosexualité qui à l'époque était illégale en Angleterre. Et donc voilà, il va y avoir plein de sujets comme ça. Et donc là encore, on a l'opposition entre le vieux inspecteur et le jeune inspecteur, mais par contre, pour une fois, on n'a pas le vieux inspecteur torturé. Gently, bah, il a ses démons aussi, hein, parce que ça serait pas bien un inspecteur qui a une vie heureuse. Donc et on peut pas dire qu'il a une vie heureuse, mais en tout cas, il a une philosophie. Il est très posé, il est très ouvert, très respectueux, très... c'est quelqu'un de très vertueux, on va dire. D'ailleurs, trop vertueux pour sa hiérarchie, donc il s'est fait mettre un peu au banc et finalement il trouve cette place un peu à la campagne. Je crois que nous sommes dans le nord de l'Angleterre et il va du coup prendre ce poste dans le nord de l'Angleterre et former un jeune inspecteur ambitieux, plein de préjugés, mais qui a quand même des... comment on dit ? Ah, mais je trouve pas mes mots. Qui a quand même une fibre, voilà, qui pourrait être un bon inspecteur, mais qui a un peu trop de préjugés encore, et qui est un peu trop ambitieux, un peu trop sûr de lui, et du coup l'inspecteur Gently décide de le prendre un petit peu sous son aile pour le former. Et du coup voilà, on a toutes ces enquêtes dans le milieu rural de l'Angleterre du Nord, dans les années 60, et j'ai trouvé ça... voilà, petite série tranquille, comme j'avais envie, et qui en même temps permet d'aborder quelques sujets intéressants, comme justement la tolérance, et les questions de société telles que l'avortement, les études des femmes, le fait d'avoir des enfants hors mariage, le divorce, enfin voilà, des sujets de société qui sont à un grand tournant dans les années 60. Voilà, j'arrête là avec les séries TV et ça fait très très longtemps que je parle, donc j'arrête là tout court en fait. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le samedi matin, pas du tout matin, il est déjà midi. Je suis en week-end avec mon chéri. Là, ils viennent de partir pour jouer au golf. Je l'ai accompagné, il était près de Royan pour un tournoi de golf, donc j'ai décidé de l'accompagner. Mais la météo n'était pas de mise, donc ce matin on s'est baladé un petit peu sous la pluie. Et donc là, je me suis posée tranquillement à l'appartement qu'on a loué pour tricoter un petit peu. Et je me suis dit j'allais vous faire quand même un point lecture, puisque hier j'ai terminé Un assassinat de qualité de Anne Granger, donc un roman policier que j'avais choisi pour le mois anglais et le mois british de challenge dont je vous ai déjà parlé. Et donc j'avais lu un premier roman d'Oscar Wilde et j'avais choisi en deuxième roman celui-ci. Je pensais ne pas avoir le temps de le finir. Finalement, je l'ai fini le 30 juin, donc pile à temps pour valider une deuxième lecture dans le cadre du challenge. Dans ce roman, donc je vous en ai déjà parlé un petit peu, je sais plus ce que j'ai dit dans ce vlog. En tout cas voilà, on va suivre une enquête de Lizzie et de l'inspecteur Ross qui implique la mort d'une riche bourgeoise. Donc j'avais pas trouvé l'assassin, donc ça j'aime bien quand je trouve pas. La narration est assez lente, on prend vraiment le temps de mener l'enquête, il n'y a pas beaucoup de tension, mais par contre j'aime bien l'ambiance. Et ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, donc c'est le tome 3 des enquêtes de Lizzie, ce que j'ai bien aimé ici, c'est la réflexion que l'inspecteur Ross va faire par rapport au mari de la victime et la façon dont celui-ci, il dit aimer sa femme, mais en fait il veut la posséder plus qu'il ne l'aime vraiment pour ce qu'elle est, et donc l'inspecteur Ross s'interroge un peu sur justement cet homme et la façon qu'il a d'aimer sa femme, qu'il lui n'apprécie pas du tout. Et du coup je trouve ça intéressant, cette partie voilà, de l'interrogation de l'inspecteur Ross.
par rapport aux relations de ce bourgeois avec son épouse, qui sont par ailleurs, je pense, des relations tout à fait dans la vogue de l'époque. Nous sommes au 19e siècle, dans le Londres du 19e siècle, et il y est question de prostitution, il y est question des réunions de tempérance. Donc la tempérance, un mouvement protestant qui prône l'arrêt de l'alcool. Il va y avoir... il y a plein de... comment ça s'appelle? Je trouve pas mes mots pour parler d'un livre, c'est bien. Il y a un escroc qui manipule de riches bourgeois pour des fausses bonnes œuvres. Il y a plein de choses. Et donc j'ai bien aimé, voilà. Pas le roman du siècle, hein, pas quelque chose qui tient en haleine, etc. Mais une ambiance sympa, une plume facile à lire. Et donc voilà, j'ai passé un bon moment avec Anne Granger. Donc c'est le 3e tome de cette série que je lis. Le premier, je l'avais lu en français, le 2e en anglais. Et donc là, c'est le 3e que je lis en français. J'ai aussi acheté le 4e et j'ai le dernier en français. Mais peut-être que je vais... entre le 4e et le 8e lire en anglais. Je me souviens que celui que j'avais lu en anglais était passé très bien. Donc j'aime bien trouver des petits romans comme ça qui sont pas compliqués à lire en anglais, parce que ça me permet de m'entraîner un petit peu. J'avoue que là, j'ai amené un 2e roman avec moi qui collait parfaitement à la thématique du mois anglais aussi, mais j'ai un peu la flemme de lire en anglais. Donc là, le ciel est en train de se dégager, donc je vais faire un petit peu de tricot, attendre que le soleil ressorte, et puis peut-être je vais retourner me balader un petit peu. Coucou, ça y est, nous sommes le dimanche 2 juillet et je viens conclure ce vlog lecture. Je vous parle très rapidement d'une expo que je suis allée visiter hier. Donc Un jardin secret, c'est une expo qui se tenait à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer. Qui est du coup du 8 avril au 5 novembre, si vous passez par là. C'est vraiment très très chouette. Donc c'est Rebecca Louise Lowe et Eileen Olukman. J'ai tellement aimé que j'ai même acheté le petit, comment on appelle ça? Enfin, le livre de l'expo avec les photos. Donc c'est des photos, de la peinture et des installations à base de fleurs séchées. Et du coup je me suis aussi pris un petit souvenir, une petite carte que je vais encadrer. Et donc je ne sais pas si on voit bien sur la carte, mais en fait ce sont des photos qui sont ensuite repeintes par-dessus. Un peu comme, ça me fait penser aux vieilles cartes postales vintage, quand c'était des cartes postales en noir et blanc qui étaient ensuite repeintes. Ben, c'est un peu ça, ce sont des photos repeintes par-dessus et ça donne des choses assez oniriques. Et les installations de fleurs étaient très très chouettes aussi. J'ai fait quelques images, pas beaucoup, mais bon voilà, je vous ferai un tout petit montage que je vous mettrai après. Et j'ai également commencé un nouveau livre, donc j'ai commencé Sororité, que je lis en numérique. Je vous mets là la couverture comme d'habitude. Donc c'est un recueil de différents textes, je le lis en numérique grâce à Annette Gallet. Et pour l'instant je n'ai lu que le premier texte. Alors sur NetGalley, ça dépend des éditeurs, mais certains éditeurs mettent les documents sont une fois qu'on l'a téléchargé, on a genre 50 jours pour le lire. Ces genres de textes, là le premier ça parle de viol et tout, donc c'est pas le genre de livre que je vais me lire en une après-midi quoi. Je lis un texte et puis je fais une pause. Je sais pas s'ils sont tous de cet acabit là, mais en tout cas voilà, là quand j'ai fini de lire le texte où il était question de viol, j'avais pas envie de continuer la lecture, j'avais besoin de passer à quelque chose de plus léger. Donc j'espère avoir le temps de tout lire à temps, mais bon voilà, c'est le jeu hein, quand on obtient un livre comme ça gratuitement. Mais comme moi je sais que je lis très lentement et ce genre de texte encore plus, je sais pas si j'aurai le temps de tout finir. En tout cas voilà, je vous en reparle quand j'aurai un petit peu avancé. Sur ce, je vous laisse pour ce vlog et je vous retrouve, je ne sais pas encore si c'est la semaine prochaine ou dans 15 jours pour un vlog lecture, et sinon on se retrouve mercredi pour un vlog créatif. A bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir.